Bonjour et bienvenue à ce webinaire Céricole organisé par le MAPAC. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Mourad Louardani. Je suis agronome et conseiller en agriculture urbaine et en sériculture à la direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAC. Aujourd'hui, j'agirai à titre d'animateur de ce webinaire. Je serai appuyé par mon collègue Guillaume Deschênes, conseiller en horticulture et en agro-environnement, également à la même direction. Aujourd'hui, notre webinaire portera sur la diversification des cultures en serre hors sol. Notre conférencier présentera notamment les possibilités offertes par la culture de bok choy et du basilic. J'invite maintenant notre conférencier David Weiss à se joindre à nous et à afficher sa présentation pendant que je le présente. David Weiss est agronome et chargé de cours à l'Université McGill. Il enseigne notamment dans le domaine de l'horticulture ainsi que dans le programme Gestion et technologie d'entreprise agricole. Lauréat du prix d'excellence en enseignement décerné par la Canadian Association of Diploma in Agriculture Programs en 2023, David Weiss se distingue par son engagement constant en vulgarisation agricole et il collabore d'ailleurs régulièrement avec les médias afin d'expliquer divers phénomènes naturels liés aux plantes. David, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, le but de la présentation aujourd'hui, ce n'est pas de vous convaincre ou de vous faire convertir à la culture du bok choy ou du basilic, mais plutôt de présenter deux cultures possibles pour la diversification de la culture en serre. Alors, juste pour faire peut-être quelques mises au point ou, voyons, une mise en situation, quelques enjeux possibles ou importants pour la culture maraîchère en sériculture, c'est qu'on trouve qu'il y a beaucoup de compétition avec d'autres producteurs, avec d'autres productions. Il y a quand même beaucoup d'importations. Et évidemment, il y a la question du coût de production qui augmente, coût de main-d'œuvre, coût d'énergie, etc. Alors, quelles avenues sont possibles? Évidemment, ce ne sont pas toujours les mêmes avenues pour tous les producteurs, mais on pourrait penser opter pour d'autres cultures, des cultures alternatives, soit des cultures à très haute valeur, donc qui valent très cher le kilo ou très cher au mètre carré, ou à croissance rapide, ou un peu des deux. Quelques statistiques, encore pour une mise en situation. Actuellement, il y a presque 200 hectares de culture en serre au Québec, c'est-à-dire de culture en serre de légumes au Québec. Et sur ces 200 hectares, bon, pas de surprise, ce qu'on trouve surtout, c'est tomates, concombres, laitue, piment. Ça, c'est les quatre grands. Ça compte pour à peu près presque 90 de la production de légumes de serre au Québec. En fait, aujourd'hui, il s'intéresse plutôt à la dernière catégorie, autres, le dernier 13 Et dans ce 13 il y a un petit peu de production de bok choy. On parlera plus de ça en plus de détails tantôt. Lorsqu'on regarde les statistiques, c'est un petit peu compliqué, disons, bien analysé, parce que souvent, dans les statistiques, on va parler de légumes chinois, entre guillemets. En fait, c'est un terme un petit peu trompeur parce que certains de ces légumes ne sont pas nécessairement d'origine chinoise, mais d'origine japonaise, vietnamienne, coréenne, etc. Mais c'est devenu un petit peu une espèce de fourre-tout pour plusieurs catégories de légumes. De toute façon, actuellement, au Canada, il y a environ 5 hectares de culture en serre de légumes chinois, entre guillemets, dont un peu moins d'un hectare au Québec. Ce n'est pas nécessairement du bok choy, ça peut être d'autres légumes chinois. Et ça compte à peu près 60 tonnes qui valent environ 300 000 ça c'est dans les serres du Québec. Le prix à la ferme varie entre 2,50 et 5 le kilo. Donc, c'est quand même une culture de assez haute valeur. L'autre espèce qu'on regardera aujourd'hui, c'est le basilic. Et le basilic, encore, là, ça devient encore plus compliqué de trouver des statistiques parce que souvent, les statistiques, c'est toutes les espèces de fines herbes, toutes les espèces confondues. Donc, c'est non seulement basilic, mais persil, ciboulette, coriandre, sauge, thym, etc., etc. Mais actuellement, il y aurait environ 2 hectares de culture de fines herbes en serre au Québec qui produisent pour un peu plus que 300 tonnes par année pour une valeur d'environ 4 millions de dollars. Donc, ça vaut entre 8 et 12 le kilo. Donc, c'est des cultures à très haute valeur. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement pour tout le monde. Alors, on va commencer par regarder un peu plus en détail le bok choy.
On reviendra au basilic un peu plus tard. Et comme je dis, le but de ce webinaire, ce n'est pas nécessairement de vous convaincre de faire du bok choy, mais tout simplement de le présenter comme un candidat possible pour la diversification en sériculture. Le bok choy, on l'appelle également le pak choy, c'est finalement la même espèce. Les deux termes s'utilisent de façon interchangeable. Des fois, bok choy fait plus référence aux variétés à la tige pâle, tige plus verte, pak choy plus aux tiges pâles, mais finalement c'est la même espèce. Donc, c'est du Brassica rapa sous-espèce chinensis. Et je voulais le distinguer du chou chinois, qui est en fait la même espèce, Brassica rapa, mais c'est une autre sous-espèce, sous-espèce pekinensis. Mais c'est deux espèces qui se ressemblent beaucoup sous plusieurs aspects. Sauf que le bok choy, dont il est question aujourd'hui dans ce webinaire, c'est une culture très rapide et donc possiblement d'intérêt pour la culture en serre. Pour le bok choy, ce qu'on mange finalement, c'est surtout les pétioles. On mange des feuilles également. Les pétioles des bok choy, du point de vue texture, un bon comparatif serait le céleri. C'est une texture semblable et même un goût un petit peu qui ressemble un petit peu à ça. Je parle aussi des deux espèces, bok choy versus chou chinois, chou napa qui est un autre terme pour chou chinois, parce que lorsqu'on arrive avec des recommandations pour des pesticides, il faut faire bien attention. Parce que des fois, il y a des pesticides qui sont recommandés pour le chou chinois, mais ne le sont pas nécessairement pour le bok choy, même si c'est deux espèces qui se ressemblent énormément. Et on reviendra un petit peu à ces questions-là de pesticides tantôt. Juste un survol rapide encore des méthodes de culture. Et avant de se lancer un petit peu là-dedans, il faut peut-être préciser que le bok choy peut se récolter à différents stades. Donc, on peut le récolter finalement comme micro-pousses, c'est-à-dire des très jeunes pousses qui ont à peine 2 semaines. Et là, ce qu'on mange, c'est surtout des tiges, des cotylédons, puis peut-être une ou deux très jeunes feuilles. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est moins des micro-pousses, mais plutôt des bok choy à un stade un peu plus avancé. Et là, il y a deux possibilités. On peut faire pousser ce qu'on appelle des mini bok choy ou des bébés bok choy, qui sont en fait simplement des jeunes bok choy, généralement qui ont 6, 7, des fois 8 feuilles. Et ça ne prend qu'environ 4, peut-être 5 semaines du semis jusqu'à la récolte. Donc, culture très, très, très rapide. Ou on peut faire un bok choy mature. Je dis mature entre guillemets, ça veut tout simplement dire un bok choy qui est plus grand. Le poids peut être 250, 300 grammes, 350. On peut aller même jusqu'à 500 grammes dans du gros bok choy. Et ce sont des plants qui ont 10, 15, des fois 20 feuilles. La culture est un peu plus longue, 6, 7, 8 semaines. Donc, encore là, on a un choix. On peut faire du bok choy très petit ou beaucoup plus gros. Pour les cultivars, en fait, les cultivars de bok choy se ressemblent beaucoup. Il y a des petites différences en couleur, donc vert foncé, vert pâle. Il y a même quelques cultivars qu'on dit rouges, mais en fait, sont plus mauves que rouges. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Et des fois, en fait, c'est le pétiole qui change de couleur. Donc, ce qu'on voit en bas au centre, c'est ce qu'on appelle le bok choy plus typique avec des pétioles très pâles, presque blancs, versus celui qui est en bas à droite, où avec des pétioles qui sont plus vert pâle. Mais en fait, c'est des petites différences. Il y a des différences en activité. Donc, les très actifs sont souvent les cultivars qui sont plus intéressants pour faire du mini bok choy. Donc, ça peut être aussi peu que 5 ou 6 semaines, versus les plus longues qui peuvent prendre 10, 11, 12 semaines. Un facteur qui peut être très important à considérer lors du choix des cultivars, c'est la résistance à la montaison. La montaison, c'est la floraison hâtive. Et ce qu'on voit, c'est souvent les cultivars hâtifs qui sont les plus sensibles à la montaison. Et ça, on va revenir tantôt à la question de la montaison. Pour les méthodes de culture, en fait, on peut cultiver le bok choy d'à peu près avec toutes les mêmes technologies qu'on peut faire de la laitue de serre. Donc, on peut faire de la culture directement en plein sol. Ça peut être fait avec paille plastique, sans paille plastique. Ça peut être fait avec couverture flottante. Il y a certains producteurs qui aiment faire le bok choy en serre froide, donc avec chauffage vraiment minimal.
en hiver, mais pour capturer un peu plus de chaleur, recouvrir des plantes avec des couvertures flottantes. Donc, c'est quand même des possibilités. On peut cultiver en divers substrats. Et dans ce cas-ci, c'est une culture de bok choy en pain de fibres de coco, qui ressemble encore beaucoup à la culture de laitue. Une chose qu'il faut vérifier si on cultive en fibre de coco, c'est la salinité. C'est des fois un petit peu un problème avec le fibre de coco, c'est qu'il peut avoir beaucoup de résidus de sel, de sodium. Et c'est important, en fait, de lessiver les pains, le substrat, avant de s'en servir. Par exemple, cette session, j'en ai faite avec mes étudiants. On a vérifié la salinité au tout début. On était à peu près à 6 ou 7 millisieverts, ce qui est très élevé. Normalement, on vise 1,5, 2. Et bien sûr, on peut cultiver en laine minérale, laine de roche. Alors, voici des semis, des jeunes semis qui ont à peu près 10 jours, 2 semaines, juste avant leur transplantation, dans leur milieu de culture éventuel, qui peut être finalement des blocs de laine minérale, comme on voit ici. En fait, ces plants de bok choy sont sur des tables inondantes, ou on peut cultiver directement en pain. Les deux sont possibles. L'avantage de le faire tout simplement dans les blocs, c'est bon, on n'a pas besoin de dépenser pour acheter des pains de laine de minérale qui sont quand même assez dispendieuses. On peut cultiver, bien sûr, directement en culture hydroponique. Alors, l'exemple qu'on voit ici, c'est sur flotteur. Donc, c'est des planches de styrofoam, de styromousse, qui flottent sur des bassins. C'est, pardon, la même technique qu'on utilise pour la culture de la laitue. Vous avez probablement déjà vu ça, la culture hydroponique de laitue dans ce système-là. Ça marche de la même façon. Une chose qu'il faut bien vérifier, c'est l'oxygénation des racines. À ce stade-ci, dans la photo à droite, on voit juste une petite masse racinaire, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes d'oxygénation. Par contre, lorsqu'on approche la maturité, pour avoir quand même une bonne quantité, bonne masse de racines et surtout en été, lorsque l'eau est plus chaude, il peut y avoir des manques d'oxygène. L'oxygène est un des rares exceptions, c'est un des rares cas où un gaz devient moins soluble dans de l'eau chaude que dans de l'eau froide. Alors, des fois, on peut se retrouver avec un manque d'oxygène si la solution est trop chaude. Et bien sûr, on peut cultiver sur film nutritif le système NFT, qui est en fait un des vieux systèmes de culture hydroponique. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Et vous remarquez que les plants sont placés de façon très, très serrée. Et c'est quelque chose qui devient intéressant pour le bok choy. On peut mettre des plantes dans une densité très forte. Et donc, avec densité forte et culture rapide, ça veut dire qu'on peut sortir beaucoup de bok choy sur une petite superficie par année. Pour la conduite de la culture du bok choy, quelques affaires qu'il faut considérer. C'est bien sûr le climat. C'est un légume de climat frais. On peut le cultiver à des températures assez froides. Là, j'ai indiqué de 12 à 18. Ça, c'est peut-être ce qu'on préfère. Par contre, on peut le cultiver à des températures pas mal plus froides. Le bok choy est même légèrement résistant au gel. Bon, pas des gros gels, mais des -1, -2. Ça peut passer à travers sans problème. On peut le cultiver à des températures plus élevées. Par contre, en été, on se trouve avec d'autres problèmes. Par exemple, la montaison. On va y revenir tantôt. Donc, idéalement, entre 12 et 18 degrés. C'est sûr que plus il fait chaud, plus la culture est rapide, ce qui est une bonne chose. Mais évidemment, en hiver, avec les frais les dépenses sur l'énergie, on y pense 2 fois avant de chauffer trop. Question humidité, entre 50 et 60 d'humidité relative, c'est à peu près dans la norme pour la plupart des cultures à cette température-là, donc rien de trop surprenant. Pour la lumière, évidemment, plus de lumière veut dire croissance plus rapide. Donc, actuellement, mois d'avril, on peut s'attendre à avoir une bonne croissance en serre avec du bok choy. Par contre, même si c'est une plante qui répond bien, l'augmentation à l'intensité lumineuse, il faut faire attention à la photopériode. C'est une plante à jour long.
Si la photopériode est très longue, mettons 14 heures, 15 heures de lumière par jour, on risque de provoquer la montaison, donc la floraison hâtive. Donc, si on décide d'utiliser de l'éclairage supplémentaire artificiel, l'éclairage d'appoint, il faut vraiment se limiter à pas plus qu'à peu près 12 heures par jour. Pour la densité de plantation, là, il y a beaucoup de possibilités. Si on veut faire du gros bok choy, donc du bok choy mature, on les laisse une densité d'à peu près 16 plants au mètre carré, ça veut dire à peu près 25 cm entre chaque plant. On peut le mettre un peu plus serré, mais pas beaucoup. Par contre, si on veut faire du mini bok choy, du bébé bok choy, là, on peut aller à des densités de 25 à 30, même jusqu'à 40 plantes par mètre carré. Donc, avec un espacement d'à peu près 15 à 20 cm par plant. Évidemment, plus on augmente la densité, plus on augmente les coûts de semis. Heureusement, les semences de bok choy ne coûtent pas tellement cher, beaucoup moins cher que, par exemple, les semences de tomates de serre ou de concombres de serre. Pour la fertilisation, malheureusement, il n'y a pas eu énormément de recherches sur la fertilisation idéale du bok choy en serre. Ce que j'ai vu jusqu'à date, c'est que la plupart des gens vont se fier à une solution nutritive semblable à la laitue de serre, donc la laitue Boston. Alors, ce qui est indiqué ici, c'est des concentrations qui seraient semblables pour la laitue de serre. Pour la conductivité électrique, donc la concentration totale, on vise des concentrations entre 1,5 à 2 millisiemens, un peu plus élevées en hiver, un peu moins élevées en été à cause des différences de taux de transpiration. Les seuls éléments pour lesquels il faut faire vraiment attention sont probablement le calcium et le bore. Et c'est parce que ces deux éléments-là, lorsqu'une carence, peuvent provoquer une nécrose marginale des feuilles ou la brûlure de la pointe qu'on appelle communément. Ça ressemble beaucoup à la brûlure de la pointe qu'on voit dans la laitue. Donc, les feuilles internes, donc au centre du cœur du plant, peuvent jaunir, brunir et carrément mourir. Et le problème qu'on voit surtout avec ces deux éléments-là, le calcium et le bore, ce sont deux éléments qui se déplacent difficilement dans la plante, donc sont peu mobiles. Et dans certaines conditions, tout le calcium et le bore qui est présent dans la solution nutritive va se retrouver dans les vieilles feuilles plutôt que dans les jeunes feuilles. Alors, d'où le défi, c'est que des fois, les jeunes feuilles, on ne les remarque pas et c'est seulement au moment de la récolte qu'on voit que, oups, il y a une nécrose sur la marge des jeunes feuilles. Donc, c'est probablement les deux éléments auxquels il faut faire le plus attention. Pour les autres, comme je disais, ça ressemble pas mal à la fertilisation qu'on utilise pour la laitue. Bon, phytoprotection. Évidemment, lorsqu'on dit serre, on dit conditions humides, on cultive à l'année longue et c'est un bon environnement pour avoir des pathogènes et des insectes. Alors oui, il y a quand même quelques maladies à surveiller, dont différentes sortes de pourriture des racines, surtout la fusariose et le pythium. Il y a également la pourriture molle des tiges, qui est en fait une maladie bactérienne de Erwinia. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est la question des produits phytosanitaires. Et c'est là qu'il faut faire très, très attention lorsqu'on lit les étiquettes des différents pesticides, parce que des fois, il y a des pesticides qui sont homologués pour le bok choy, mais au champ et non pas en serre. Ou il y a des produits qui sont homologués pour le chou chinois, mais ce n'est pas toujours clair si c'est homologué pour le bok choy. Même si c'est deux espèces, ce sont deux sous-espèces différentes. Et l'exemple que j'ai mis ici sur le diapo, c'est le produit Confine Extra. Et j'ai lu et relu l'étiquette qui est sur le site de l'ARLA. Et c'est clairement indiqué que c'est permis en serre pour le chou chinois et que c'est permis en champ pour le bok choy. Mais ce n'était pas clairement indiqué si c'était permis pour le bok choy en serre. Donc, il faut vraiment faire attention. Ayant dit ceci, il y a quand même quelques autres pesticides qui sont permis ou quelques fongicides qui sont permis pour le bok choy en serre. Là, c'est quand même indiqué. Et justement, pour bien vérifier ces produits-là, il faut toujours vérifier soit avec les étiquettes qui sont sur l'ARLA
ou sur le RAP, le réseau d'avertissement phytosanitaire, voyons, le réseau d'avertissement phytosanitaire. Une fois par année, normalement, il y a des publications qui sortent sur toutes les listes de tous les pesticides qui sont permis sur différents produits. Donc, si on regarde celui sur les biopesticides de 2025, donc c'est quand même assez récent, on voit que l'oxydate, donc le produit à base de peroxyde, est permis pour le bok choy en serre. Encore là, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres produits, et je regarde rapidement les listes ici. Le Root Shield est permis également pour le bok choy en serre. Par contre, le Serenade est permis pour le bok choy, mais seulement au champ et non pas en serre. Donc, il faut vraiment faire attention. Est-ce que ce produit est non seulement permis sur le bok choy, mais est-ce qu'il est permis en serre? Et ce n'est pas toujours le cas. Question insectes. Heureusement, parce qu'on cultive la plupart du temps le bok choy dans des conditions froides, il n'y a pas trop de problèmes d'insectes. Mais ayant dit ceci, il y en a quand même quelques-uns, dont celui qu'on voit ici, des altises. Les altises sont en fait des petits coléoptères qui s'amusent à gruger des petits trous dans les feuilles. C'est un problème qu'on va voir surtout en été et à l'automne, lorsque le système de ventilation des serres est bien ouvert et finalement que tous les insectes rentrent et sortent constamment. C'est rarement un problème en hiver, tout simplement parce qu'il fait trop froid. Les altises, c'est surtout un problème de champ. Mais on sait qu'en septembre, octobre, lorsqu'il commence à faire froid au champ, les insectes recherchent des endroits pour se protéger pour l'hiver et arrivent parfois à s'infiltrer dans les serres. Autre insecte qui finalement est un petit peu dans la même situation, la pierrite du chou. En fait, c'est pas l'adulte qui cause des problèmes, c'est la chenille. C'est comme les humains, c'est les jeunes qui causent des problèmes, c'est pas les adultes. Les adultes ne causent pas de problème. Mais en fait, la chenille va gruger des trous carrément dans les feuilles. Et comme avec les altises, c'est un problème qu'on va voir en serre, surtout à l'été et à l'automne, lorsque le système de ventilation des serres est très ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer ces deux insectes-là? Entre autres, c'est de s'assurer qu'il y a toujours des moustiquaires, des filets anti-insectes sur les entrées d'air, donc sur le système de ventilation. C'est quand même des assez gros insectes, surtout les adultes des pierrides, qui est en fait un papillon. Et tout simplement en s'assurant qu'il y a cette barrière physique contre l'entrée de l'insecte en serre, ça élimine beaucoup ce problème. Cet insecte-ci, par contre, le thrips, ça, c'est un problème qu'on trouve d'à peu près toutes les cultures en serre, donc pas seulement dans les légumes, mais dans les fleurs de serre, dans les fines herbes, etc. C'est petit insecte perceur et qui va causer des dommages assez superficiels sur le bok choy. Comme vous voyez ici, des petites marques sur le feuillage. C'est plus esthétique qu'autre chose, mais c'est certain, au niveau du consommateur, ça n'a pas l'air tellement appétissant. Il y a quand même quelques pesticides qui sont homologués pour l'utilisation dans le bok choy. Mais encore là, il faut bien vérifier toutes les étiquettes pour s'assurer est-ce que c'est permis sur le bok choy en serre ou en champ. Il y a bien sûr quelques insecticides. Il y a entre autres le BT qu'on peut utiliser, si je reviens en arrière juste une seconde, contre la pierride, qui est permis en serre et au champ. Quelques autres produits qui sont également utilisés contre les thrips. Un produit qu'il ne faut pas utiliser et que malheureusement qu'on voit très, très souvent suggéré dans toutes sortes de sites web, genre jardinage, c'est l'huile de Nîmes, qui est en fait n'est pas homologuée au Canada comme insecticide, même si on peut l'acheter. Et bien sûr, pour les thrips, on peut utiliser des prédateurs, des auxiliaires, par exemple, les tétraniques, les acariens, prédateurs qui fonctionnent quand même assez bien sur les thrips. Comme je disais, vu que le bok choy est cultivé sous climat assez frais, ça veut dire que les auxiliaires travaillent un petit peu au ralenti. Donc, il ne faut pas être surpris si on met des auxiliaires et on trouve que ça prend du temps avant que les populations de thrips commencent à baisser. La montaison.
Okay, j'ai fait référence à ça souvent et voici, on voit des cas de montaison en serre sur du bok choy et c'était sur un cultivar hâtif et c'est vraiment un gros problème même en hiver ou au début du printemps. Lorsque les journées commencent à s'allonger, on voit des tiges qui vont commencer à s'allonger, des fleurs qui commencent à se former. Et à ce moment-là, le bok choy commence à développer un goût beaucoup plus prononcé et des fois même carrément amer. Donc, pas du tout intéressant pour les consommateurs. Alors, ce qui déclenche la montaison, c'est la photopériode, c'est-à-dire s'il y a plus de 14 heures de lumière par jour, les températures élevées, plus de 24 degrés Celsius. Et comme je disais, on voit ce problème-là surtout avec les cultivars hâtifs. Mais je l'ai déjà vu, même avec des cultivars plus de saison, de mi-saison aux saisons tardives, dans des conditions chaudes et avec des journées longues. Donc, ça peut arriver même avec d'autres cultivars. Alors, c'est quoi le problème? Bon, comme je disais, le plant développe un goût amer et de plus, elle produit moins de grosses feuilles parce que là, elle concentre toute son énergie à produire des fleurs et éventuellement des semences. Une fois que la montaison a commencé, en fait, il n'y a rien à faire, sauf qu'on peut tout simplement arracher les plants et récolter les autres plants le plus vite possible. Une fois que c'est récolté, qu'est-ce qu'on fait avec? Le bok choy se conserve à peu près 2 semaines environ, à des températures froides, un petit peu comme la laitue ou le chou, donc autour de 0, 1, 2, 3 degrés Celsius. Très haute humidité. Sa taux de respiration est moyenne. Et j'ai indiqué le taux de respiration parce que c'est un moyen indirect de voir à quel point le légume est encore biologiquement actif après la récolte. Donc, ça veut dire que les cellules sont encore en train de faire de la respiration cellulaire, donc la décomposition des sucres, des amidons pour produire du CO2. Donc, le taux de respiration du bok choy est plus élevé que le chou, mais moins élevé que la laitue. Et c'est pour ça que généralement, le bok choy se conserve au moins aussi bien que la laitue, sinon un peu plus longtemps. Bon, on passe maintenant à la deuxième culture, en fait, une de mes plantes préférées, soit le basilic. Et ce qui est intéressant du basilic, c'est la très, très grande diversité des formes, des couleurs, des goûts, etc. À un point tel que des fois, on va essayer de catégoriser les types de basilic selon leur couleur, leur forme de feuilles. Donc, ce qu'on cultive surtout, c'est le basilic à grandes feuilles. Et la plupart du temps, en serre, c'est cette forme-là qu'on va cultiver. J'ai mis ici quelques noms de cultivars. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les meilleurs cultivars, mais ce sont des cultivars qui sont disponibles. Donc, Prospera, qui est en fait un cultivar assez récent, Dévotion, Nuphar, Genovese, qui est un cultivar un peu plus vieux, Piémont, Eleonora, etc. Il y a également des cultivars à petites feuilles. C'est en fait sur le diapo, c'est le plan qui est en haut à droite. Euh, c'est un cultivar qui peut, ou un type de cultivar qui peut être aussi intéressant, sauf que vu que les feuilles sont très petites, ça devient moins intéressant pour la culture de basilic frais. C'est peut-être plus intéressant pour les jardiniers. Le basilic à feuilles mauves, ensuite. Il y en a plusieurs types. Les plus vieux cultivars de basilic à feuilles mauves ont la mauvaise habitude de faire en fait des tiges très hautes et peu de feuillage. Et des nouveaux cultivars qui sont un peu plus buissonnants et font plus de feuilles. Puis on va revenir tantôt à la question de couleur, mais une chose dont il faut se rappeler, généralement, les cultivars à feuilles mauves poussent beaucoup plus lentement que les autres. Et donc, il faut souvent rajouter au moins une semaine, sinon 2 semaines de plus de temps de culture pour arriver au même rendement avec un cultivar à feuilles mauves comparé à un cultivar à feuilles vertes. Il y a les cultivars de type Thai. C'est des cultivars qui ont un goût légèrement on dirait, d'anis ou de réglisse. Donc, le goût est légèrement différent. Les cultivars de type citron, c'est-à-dire qui ont, je ne dirais pas un goût citronné, mais plutôt une odeur légèrement citronnée. Et finalement, les autres, c'est tous les autres, souvent, sont cultivés plus pour comme plantes ornementales, même si elles sont parfaitement comestibles.
Question d'huile essentielle. Donc, la photo à gauche, c'est des poils ou des trichomes sur une feuille de basilic vue au microscope. Et les huiles essentielles, même si elles se trouvent un peu partout dans le feuillage du basilic, vont se trouver surtout dans ces poils. Lorsqu'on frotte le basilic, on va briser ces poils-là et une partie des huiles essentielles vont s'évaporer et c'est vraiment c'est ça qu'on sent. Quelques affaires auxquelles il faut penser lorsqu'on choisit un cultivar et lorsqu'on s'intéresse à la question de goût, c'est qu'est-ce qui affecte l'arôme ou le goût. En partie, c'est l'âge des feuilles. Et généralement, les feuilles sur des plants plus âgés vont avoir plus d'huile essentielle. Il y a des exceptions, mais généralement, c'est le cas. La température. Plus il fait chaud, plus il y aura d'huile essentielle. Le choix du cultivar a un grand effet. Et si on est un petit peu maniaque du basilic, on va remarquer que certains cultivars de basilic ont un goût, un arôme qui rappelle légèrement la menthe. Et pour les spécialistes ou des soi-disant experts en basilic, on va dire que c'est un défaut, on ne veut pas avoir cette odeur, cette légère odeur de menthe dans une feuille de basilic. Par exemple, un des cultivars plus vieux, qui s'appelle Nuphar, qui produit beaucoup, un excellent rendement, résistant aux maladies, a un goût, une odeur légèrement de menthe. Par contre, il y a d'autres cultivars qui n'ont pas cette caractéristique-là. Et un autre facteur qui peut influencer l'odeur et le goût, c'est la fertilisation, et surtout la fertilisation azotée. Si on donne beaucoup d'azote, on encourage la croissance du feuillage, mais souvent, le rendement est au dépend du goût. Donc, on se trouve avec beaucoup de feuillage, mais moins de goût. Il faut penser que les huiles essentielles dans les plantes, souvent, sont là ou sont produites par des plantes qui sont dans un état de stress, soit stress hydrique ou stress de température ou qui ont été attaquées par des pathogènes. Et donc, si on cultive du basilic dans un environnement où il n'y a aucun stress, donc température idéale, forte fertilisation, etc., on se trouve avec beaucoup de feuillage, mais moins d'huile essentielle. Pour la question de pigments, puis là, je reviens un petit peu à la question ou le choix entre basilic mauve versus basilic des cultivars avec feuillage vert. Donc, la couleur verte, évidemment, c'est la chlorophylle. Il y a aussi beaucoup de carotènes qui ont une couleur un petit peu jaunâtre. Mais la couleur mauve, en fait, c'est d'une autre catégorie de pigments, c'est des anthocyanes. Et la photo qu'on voit en bas, où on voit un plant de basilic qui est à moitié, une partie partiellement mauve, partiellement verte, c'est un problème qu'on retrouve souvent avec les cultivars soi-disant mauves, c'est qu'il y a toujours un certain pourcentage de semis qui ne seront peu ou pas colorés avec la coloration mauve. Donc, le cultivar que vous voyez là, c'est un cultivar assez nouveau qui s'appelle Freddy. Et à peu près 1 à 2 des semences vont donner des plantes soit entièrement vertes ou partiellement vertes. Et avec la photo en haut à droite, en fait, c'est au microscope, on voit la partie à gauche où on voit certaines des cellules sont bel et bien mauves. À droite, elles sont vertes. En fait, c'est la zone de transition entre les régions mauves et les régions vertes dans une même feuille. Donc, c'est un petit peu un défaut de certains cultivars mauves, c'est qu'un certain pourcentage des semis ne seront pas mauves. Mais habituellement, c'est de l'ordre de 1 ou 2 Autre chose qu'il faut regarder avec le basilic, c'est la floraison. La floraison comme telle, en tant que telle, n'est pas mauvaise, c'est tout à fait naturel, c'est une plante annuelle, donc il va fleurir assez rapidement. Le problème, c'est que lorsque le basilic commence à fleurir, elle produira de moins en moins de feuilles et les feuilles qu'elle va produire sont de plus en plus petites. Autrement dit, le rendement baisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour disons, éviter trop de floraison? Il faut penser que ce qui déclenche la floraison, c'est en partie la photopériode, donc des jours longs, plus que 14 heures de lumière par jour, mais c'est aussi la luminosité, l'intensité de la luminosité.
Autrement dit, si on a des jours moyennement longs, mettons 13-14 heures de lumière par jour, mais que la lumière est très intense, par exemple, on utilise l'éclairage artificiel, on peut provoquer très rapidement la floraison. Donc, ce n'est pas uniquement la photopériode qui déclenche la floraison, c'est aussi l'intensité lumineuse. Évidemment, il y a la question de la fréquence de la récolte. Si on coupe le basilic de façon très souvent, mettons à toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ce qui va être produit, ça va être surtout des nouvelles feuilles. Par contre, si on laisse le basilic pendant 2 mois, 3 mois avant de la couper, il va avoir beaucoup de feuilles, beaucoup de fleurs. Les conséquences, comme je disais, c'est qu'une fois que le basilic va fleurir, elle produit moins de feuilles, donc moins de rendement. L'apparence est peut-être moins attirant, donc c'est un problème de mise en marché. Par contre, son goût devient assez intense, des fois même trop intense. Donc, il y a du pour et du contre. Mais normalement, on peut éviter la floraison en diminuant l'intensité lumineuse en été, lorsque possible, en évitant des photopériodes très longues et en récoltant plus souvent. Pour les méthodes de culture, bon, une bonne partie du basilic cultivé en serre, en fait, c'est des cultures de transplant. Donc, ça ressemble un petit peu à la culture de n'importe quel transplant, par exemple les transplants de fleurs. Donc, il n'y a pas vraiment rien de très nouveau ou innovateur là-dedans. Certains producteurs vont faire de la culture de basilic en pot et vont le vendre en pot. Vous avez sûrement vu ça dans les épiceries, dans la section des fruits et légumes, la vente de fines herbes en pot. Donc, ça peut être des pots de formats différents, 10 cm, 15 cm, 20 cm, etc. Et dans ce cas-là, on va souvent mettre 3, 4, 5 plants par pot. Et bien sûr, on peut faire de la culture hors sol, dans ce cas-ci, sur flotteur en bassin, et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tantôt avec la culture du bok choy sur flotteur. Une chose à remarquer, si vous regardez de plus près la photo de droite, c'est que les racines ont l'air un petit peu brunâtres. C'est parfois un problème avec le basilic. Vu que le basilic se cultive à une température plus élevée que le bok choy et qu'elle fait une masse de racines assez importante, parce qu'on peut garder les mêmes plants en culture pendant 3, 4, 5 mois, on peut se trouver avec tellement de racines qu'il y a un manque d'oxygène au niveau des racines. Donc, l'oxygénation devient très importante. On peut le cultiver en culture NFT. C'est comme la culture de laitue en NFT, donc pas vraiment une grosse différence ici. Mais comme je disais tantôt, on voit le même défi qu'avec la culture sur flotteur. Même si on regarde les mêmes plants, on peut garder les mêmes plants en culture pendant plusieurs mois. On se trouve donc avec une grande masse de racines dans les gouttières. Et cette masse de racines-là a besoin de beaucoup d'oxygène pour sa respiration cellulaire. Donc, ça peut être un petit peu un défi. On peut également le cultiver sur fibre de coco ou laine minérale et ça ressemble beaucoup à la culture d'autres plantes. Donc, finalement, toutes ces façons sont possibles avec le basilic en serre. Pour la conduite de la culture, puis là, je parle spécifiquement pour faire le basilic coupé. Donc, on coupe, on le met en sac, on le vend frais. De préférence, on exige une température un peu plus élevée. En fait, c'est des températures qui ressemblent beaucoup aux températures pour la culture de la tomate. Donc, à peu près 20 le jour, à peu près 18-19 la nuit. Lumière, David, oui. excuse-moi, juste pour Oui. te signaler qu'il reste, si on est rendu à Oui. 40 minutes. 5 minutes. Parfait. Donc, lumière à peu près 12 heures par jour. Évidemment, c'est pour éviter la montaison, la floraison. Densité de plantation, donc densité assez forte. Certains producteurs vont aller à une densité encore plus forte que 40 plantes par mètre carré. Évidemment, plus la densité est forte, plus ça devient compliqué pour la récolte. Donc, la première récolte se fait à peu près 5-6 semaines après la plantation et ensuite, on récolte à peu près toutes les 2 semaines. La fertilisation, ça ressemble encore beaucoup à la fertilisation pour la laitue. Un seul élément qu'il faut peut-être signaler, c'est le code du magnésium. J'ai mis ici environ 40 à 50 ppm de magnésium qui ressemble beaucoup à la laitue. Par contre, certains chercheurs disent qu'il faut mettre plus de magnésium que la normale. Reste à voir.
Donc, ça n'a pas été testé complètement. Alors, ici, on voit un jeune plant de basilic qui n'a pas encore été récolté, des plants plus vieux où on a fait une première récolte. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe à peu près aux 2 semaines juste au-dessus d'un nœud. Et l'idée, c'est qu'on laisse des bourgeons latérales qui vont être là pour faire une repousse. Le problème, évidemment, c'est que plus on fait des récoltes, plus on garde les plants longtemps, plus les tiges deviennent épaisses et lignifiées. Et évidemment, ce n'est pas les tiges qu'on veut manger, c'est les feuilles. J'ai mis ça juste pour montrer la résistance du basilic à la salinité. Donc, c'est une plante qui est quand même assez sensible à la salinité. Et dans la photo en haut à droite, on voit des feuilles qui ont bruni. Ça, c'était dans un pain de fibres de coco où la salinité était trop élevée pour ces plantes de basilic. Le calcium ou les carences en calcium arrivent à l'occasion. Et c'est un petit peu le même problème qu'on voit avec le bok choy. Le basilic est très sensible au froid. À des températures plus basses que 5, le feuillage va commencer à jaunir et même carrément à brunir. Donc, c'est des températures complètement différentes de ce qu'on a vu avec le bok choy. Quelques points sur la phytoprotection. Certains problèmes de maladies racinaires, dont la fusariose. En fait, les 2 gros problèmes de maladie avec le basilic cancer, c'est la fusariose, donc la pourriture des racines. Heureusement, il y a de plus en plus de cultivars qui sont résistants, au moins partiellement résistants à la fusariose. L'autre gros problème de maladie du basilic cancer, c'est le mildiou qui s'attaque au feuillage. Et dans des conditions où il fait très humide et il n'y a pas assez de circulation de l'air, ça peut se développer très, très rapidement. Encore, heureusement, il y a certains cultivars comme Aroma 2, Dévotion, Emma qui sont moins partiellement résistants. Il y a également certains fongicides qui sont homologués pour la culture du basilic cancer, mais il faut toujours vérifier soit l'ARLA ou le RAP. J'ai mis ça ici parce que je ne suis pas 100% sûr de quelle maladie il s'agit, mais je pense que c'est du botrytis qui s'attaque à la tige. Ça se développe dans des situations de forte humidité et les plants qui sont peut-être trop serrés. Question insectes, les thrips, problème très, très fréquent en basilic, fait des petites taches sur le feuillage. On peut utiliser évidemment des pièges pour les attraper, des auxiliaires. Il y a quelques pesticides qui sont homologués. Attention avec les produits à base de savon parce qu'elles peuvent endommager le feuillage. L'autre insecte qui est un problème assez fréquent et qui est en fait un problème avec à peu près toutes les cultures en serre, bien sûr, c'est les pucerons. Encore, il y a des auxiliaires, pièges collants, savon insecticide. Question post-récolte. Le basilic est une plante qui est très sensible au froid, donc il faut la conserver à des températures d'autour de 12 degrés, beaucoup plus élevées que la plupart des légumes. Et elle se conserve au plus une semaine, une fois qu'elle est coupée. Alors, en conclusion, il faut bien sûr se rappeler que le but du webinaire, ce n'est pas de vous convaincre de faire du bok choy ou du basilic. C'est vraiment des produits de niche. Et qui dit niche, veut dire un petit marché qui peut se saturer facilement. Donc, évidemment, si tout le monde commence à faire du basilic et du bok choy, le marché va être rapidement saturé. Mais pour le bok choy, on peut dire qu'un de ses avantages, c'est une culture rapide qui se cultive à température basse, donc donc économie d'énergie importante. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de maladies, mais du même coup, il n'y a pas beaucoup de pesticides qui sont homologués. C'est aussi un légume qui est fragile à récolte, qui se casse facilement. Le basilic, un gros avantage, qui se vend très cher. Il y a beaucoup, beaucoup de cultivars de toutes les couleurs possibles. On peut récolter plusieurs fois du même plant pendant facilement 6 mois. Mais c'est un produit qui se conserve très mal. Il y a quand même pas mal de maladies. Ça demande une température plus chaude, donc très sensible aux températures froides. Et encore là, pas beaucoup de pesticides qui sont homologués. J'ai mis ici quelques références qui pourraient peut-être vous être utiles. Donc, il y a quand même beaucoup de
de publications qui viennent du CRAC, mais également, il y en a d'autres qui sont disponibles sur le réseau d'avertissement phytosanitaire ou via AgriRéseau. Alors, ça vous fait un survol très, très rapide à haute vitesse de ces deux cultures, bok choy et basilic. Et s'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci David. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent lever la main. On va ouvrir vos micros pour vous permettre de poser vos questions. Sinon, on a quelques questions d'un clavardage, David. Je vais les prendre là, une à une. Je vais prendre deux à la fois, puis on ira avec ça. Si jamais il y a d'autres questions directement par la présence, je vais les prendre aussi. J'ai Patrick Blandin qui demande pour une culture en serre, y a-t-il une meilleure saison qu'une autre? Avec quel autre légume ferait-il bon ménage? Donc, éventuellement, si ça peut marcher avec d'autres cultures. OK, avec le bok choy, c'est probablement plus facile de le cultiver à l'automne, à l'hiver, au début du printemps. Tout simplement parce qu'on peut éviter la montaison, mais il est également possible de le faire en été. C'est sûr qu'en été, vu qu'il fait souvent très chaud en serre, ça devient plus compliqué. Et de toute façon, en été, il y a quand même du bok choy cultivé en plein champ. Alors, pour quelqu'un qui fait du bok choy, mettons, une petite superficie, ça peut-être plus intéressant de le faire, je dirais, d'octobre à mars ou avril. La deuxième question, elle vient du Silène. J'espère que je le prononce bien. Pour le bok choy, phytoprotection, existe-t-il par des cultures citées par les cultures citées, pousse, mini, mature, une culture de stade moins à risque pour les maladies fongiques? C'est une bonne question. Lorsque j'ai regardé les cultivars de bok choy, souvent on ne mentionne pas la résistance aux maladies. Et j'ai pris ça en tout cas moi, la manière dont j'ai compris qu'elles sont à peu près tous sensibles aux mêmes maladies. Mais ayant dit ceci, je n'ai pas ces données-là. Si quelqu'un qui les a, je serais bien intéressé de les voir. J'irai avec une question que moi j'avais, David, là, puis sûrement là, à écouter ta présentation, tu parlais beaucoup d'automne jusqu'au printemps, la période pour le bok choy. Puis sachant que l'humidité élevée, c'est quand même un facteur très, très important qui influence justement la mobilité du bord et du calcium que tu avais mentionné comme quelque chose de super important à vérifier. On sait qu'à cette période-là, de meilleurs moments pour cultiver, c'est souvent les serres, elles sont fermées, il fait froid. Donc, on va se ramasser toujours avec de l'humidité dans la serre. Y a-t-il une façon que tu pourrais recommander, mais y a-t-il une façon meilleure pour gérer l'humidité pour permettre justement d'éviter le tea burn et le cœur brun? C'est ventilation, ventilation, ventilation. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de système simple pour gérer l'humidité, mais c'est tout à fait vrai. C'est surtout à l'automne, octobre, novembre, on ne chauffe pas beaucoup, mais on ne ventile pas beaucoup. Alors, l'humidité va tout simplement s'accumuler dans la serre. C'est un problème avec le bok choy, mais c'est un problème finalement avec toutes les cultures. Certains producteurs vont utiliser une méthode on demande beaucoup d'énergie, mais qui est quand même efficace. C'est au moins peut-être 1 heure par jour, c'est de chauffer et ventiler en même temps. Des fois, durant la matinée, pour finalement enlever un petit peu l'excès d'humidité qui s'est accumulé durant la nuit. Je sais que du point de vue énergétique, ce n'est pas une bonne idée, mais c'est quand même efficace pour diminuer l'humidité. Parfait. Et une autre question de Vanessa Lacasse. Peut-on mettre des prédateurs? Vous avez répondu là, clairement pour une partie, mais est-ce que, je ne sais pas si Vanessa voulait dire pour l'ensemble des ravageurs ou précisément pour juste le puceron? Oui, on peut mettre des prédateurs. Des plus gros problèmes qu'on va trouver sur ces deux cultures-là, ça va être pucerons et trips. Et heureusement, pour ces deux ravageurs-là, il y a quand même plusieurs insectes utiles qu'on peut mettre en serre. Comme je disais, par contre, ce qui est un peu plus difficile pour le bok choy, vu qu'on le cultive à température fraîche, la mobilité des prédateurs est quand même diminuée. Parfait, merci David.
J'ai Louis Collerette qui pose la même question. Est-ce que le puceron est un problème? Vous avez déjà répondu. Je pense Oui. qu'on pourrait passer cette question-là. Euh, Sinon, on a Sophie Gendron. En bec, en plein terre, en serre, faut-il les transplanter ou semer directement? On Donc, peut faire un éventuellement, qu'est-ce c'est qui serait le ça. meilleur? C'est ça. On peut faire un semi-direct. Moi, je préfère transplanter. Je trouve que c'est une meilleure utilisation de l'espace. Semer en caissette, en multicellules, en plug, etc., et ensuite transplanter. Ça permet peut-être un meilleur contrôle, une meilleure gestion de l'espace. Parfait. Merci, David. J'ai Michel Sénécal qui pose deux questions. La première, c'est est-ce que la couleur des racines est un signe de maladie et cause des pertes au chez normal, là? Ça concerne le basilic, là, ces deux questions. Ça, c'est la première. La deuxième, pensez-vous que l'injection d'air et l'ajout de peroxyde pourrait améliorer la qualité des racines? Bon, la couleur des racines. Si on voit des racines qui sont en train de brunir chez le basilic, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un pathogène, mais tout simplement que le basilic, les racines souffrent de quelque chose, d'un stress. Ça peut être du fusariose ou ça peut être simplement une mortalité des racines. Donc, ce n'est pas nécessairement un signe de maladie, mais c'est un signe que quelque chose ne va pas et peut-être un manque d'oxygène. Pour l'idée de mettre du peroxyde, je ne l'ai pas expérimenté, donc je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais je sais que certains chercheurs l'ont déjà essayé. Apparemment, dans certaines cultures, ça donne des bons résultats. Il faudrait l'essayer. Est-ce que ça marche avec le basilic? Donc, s'il y a des gens qui sont à la recherche de projets de recherche, envoie une suggestion. Ouais. Puis j'ajouterais, si tu permets, David, là, c'est pour la culture en deep water flow, là, les bassins en eau profonde, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire circuler l'eau pour pouvoir la réoxygéner, puis à fur et à mesure, là. Sinon, la problématique existe même pour les laitues. Oui. L'autre question importante par rapport aux racines, je me permets d'ajouter ça, tu sais, quand on y va avec les NFT, c'est quand même le basilic qui se développe très large, ses racines. Et, moins vrai pour le bok choy, que lui, il se développe pas nécessairement beaucoup. Il faut vraiment faire attention au débit de circulation de la solution nutritive. Il faut faire attention à la pente qu'on va mettre pour nos gouttières pour pouvoir vraiment permettre la circulation assez régulière et fluide là, de la solution. Sinon, c'est sûr qu'on va se ramasser avec des racines brunes, puis qui pourraient aussi causer des colmatages de notre gouttière, puis qui ferait qu'on va avoir un problème d'oxygénation. Oui. Même j'ajouterais l'autre point qu'il faut regarder pour les NFT, la culture sur film, c'est la longueur des gouttières. C'est généralement, on dit si les gouttières ont plus que 10 mètres, le taux d'oxygène à la sortie est tellement faible que les plantes vont souffrir. Donc, il faut garder des gouttières relativement courtes et, comme on disait, avoir une bonne pente pour s'assurer qu'il y a toujours une bonne circulation de l'eau. Merci, David. On a une autre question. Je pense qu'il nous reste encore quelques minutes là. On a aussi Anthony qui est comparé à du chou, qui peut pousser des bébés choux? Est-ce que le bok choy fait quelque chose de similaire après la première coupure et est-ce que ça pourrait être intéressant pour le consommateur? Je ne suis pas sûr que j'ai compris. Ça fait quelque chose de semblable au chou, dans le sens Euh, qu'elle commence à s'arrondir, les feuilles. Anthony, on pourrait vous donner la parole pour clarifier un peu votre question si vous le voulez. Guillaume, tu pourrais ouvrir s'il te plaît le micro de Anthony? Oui, je m'en occupe. OK. Ça devrait être bon. Oui, ma question, c'est plus après qu'on coupe le chou quand qui a fini durant l'été, si on laisse la plante, il va créer des bébés choux, il va faire comme 3 ou 4 Ah, OK. additionnels. Est-ce que le bok choy ferait quelque chose de similaire? Est-ce que ce serait intéressant pour le consommateur? C'est une bonne question. Je ne l'ai jamais essayé. Il faudrait le tester. Moi, ce que j'ai vu, tout le monde, en tout cas, quand j'ai vu du bok choy, les gens le coupaient au complet, arrachaient la plante et recommençaient.
Donc, ce qui va repousser, je ne le sais pas. Bonne question. Merci, Anthony. J'ai aussi Valérie de Ferme de la Canopée. Pour le basilic, est-ce on plante une semence ou plusieurs par plug dans le but de transplanter en terre? Ça, c'est une très bonne question. Et quand j'ai commencé à garder le basilic, je faisais toujours un plant, une semence par plug ou par multicellule, etc. Puis de plus en plus, j'ai vu des gens qui mettaient 3, 4, 5 semences par multicellule. Si c'est pour la culture, comme j'ai montré, pour, mettons, sur flotteur, hydroponique, etc., normalement, c'est une semence mettons, par cube de laine minérale, etc. Même chose pour la culture en pain de laine de roche ou en pain de fibre de coco, tout simplement parce que sinon, on se retrouve avec beaucoup de tiges, sont très, très tassées, moins de circulation d'air. Par contre, si on veut faire la plantation en pot, pour vendre des plants de basilic en pot, oui, pourquoi pas finalement faire 3, 4, 5 semences ensemble pour faire plus comme un effet de touffe ou de buisson. Souvent, ça fait comme plus, disons, ça remplit mieux le pot et ça a l'air plus beau, c'est plus intéressant pour le producteur, pour le consommateur. Merci, David. Je n'ai pas d'autres questions dans le clavardage. J'ai Sophie Gendron qui lève la main. Guillaume, s'il te plaît, tu pourrais ouvrir son micro. Ça devrait être bon. Micro et caméra au besoin. Sophie, tu devrais activer toi-même, par contre, ton micro. Merci. En complément à la question de Valérie de la ferme de la Canopée, si c'est pour transplanter en serre et non pas pour mettre dans des contenants pour vendre les plants, là, mais si c'est le but de démarrer des semis pour les transplanter, est-ce qu'on y va avec plusieurs semences? Si c'est pour transplanter, comme je disais, Merci. en serre, pour faire de la culture comme en hydroponie, une semence, c'est parfait. Ce n'est pas que 2 semences ou 3 semences, c'est mauvais. Mais comme pas je pour disais, transplanter en hydroponie, c'est pour transplanter en terre. Dans la OK, terre en comme en serre. plein sol. OK, Ouais. en plein sol. OK, je comprends. Dans ce cas-là, c'est peut-être, on peut aller dans l'un sens ou l'autre. L'avantage, je dirais, de mettre seulement une semence à la fois, c'est qu'on se trouve avec des plantes où il y a plus de circulation d'air entre les plants. J'aurais peut-être peur que si on met, mettons, une touffe de 3, 4, 5 graines ensemble, qu'on se retrouve avec des plants qui sont très, très serrés et qu'il y aurait moins de circulation d'air, ce qui est un problème surtout pour le mildiou, pour possiblement le botrytis ou d'autres maladies. Mais surtout le mildiou, ça peut être un problème. Par contre, si on n'a pas de problème de mildiou, si on a des cultivars qui sont déjà résistants au mildiou, on peut aller dans l'un sens ou l'autre. Les deux sont possibles. Puis j'ai vu des producteurs qui font ça, qui vont faire 3, 4, 5 semences dans une petite touffe puis les planter ensemble. OK. Merci. De rien. Merci, David. Il nous reste encore une minute. Puis je me permettrai de poser une petite question là. Je trouve quand même que c'est super important. Au cours de la présentation, tu as parlé de l'importance de l'éclairage, David. Puis je sais qu'il y a des entreprises qui managent leur éclairage en fonction du stade de la culture. Mettons, en amont de la serre, on va avoir des éclairages moins puissants pour pouvoir économiser en énergie. Plus la plante pousse, plus on augmente le nombre d'éclairages et sa puissance. Penses-tu que c'est une bonne façon de travailler et puis d'économiser de l'énergie? Ben, dans le cas des plantes basilic, selon des recherches assez récentes, on peut aller avec des intensités assez fortes et ça augmente non seulement la production de feuillage, mais également la teneur en huile essentielle. Donc, finalement, on se trouve avec plus de produits et de bonne qualité. Mais tout semble indiquer que lorsqu'on arrive, je pense que si on dépasse à peu près 20 moles par mètre carré par jour, je pense que c'est l'intensité. Si on dépasse cette intensité-là, on provoque une floraison hâtive. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Ce qui veut probablement dire que
lorsqu'on arrive avec des plants un peu plus vieux, qui sont tendance à fleurir de toute façon, on voudrait peut-être diminuer un petit peu l'intensité lumineuse pour finalement ralentir la floraison. Merci. Parfait, merci David. Merci David. Nous allons maintenant on est arrivé à la fin du webinaire. Nous remercions tous les participants qui sont inscrits à ce webinaire. Au nom du comité organisateur et en mon nom personnel, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.